Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et avant de recevoir notre invité du jour, Philippe Chaplot, je me tourne vers mon partenaire du jour qui est Jean-Louis Tremblay aujourd'hui. Bonjour Jean-Louis Tremblay. Bonjour Clémence. Journaliste au Figaro Magazine et puis d'ailleurs grand spécialiste aussi des questions de défense. On se tourne tous les deux vers notre invité du jour. Ligne droite. Vue de haut. Et oui, vue de haut, on revient sur les propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a présenté mercredi 9 novembre la nouvelle revue nationale stratégique, la RNS de la France, un document de référence qui doit guider jusqu'à l'horizon 2030 les politiques de défense et les investissements liés à l'armée. Il s'agit pour l'exécutif de décliner à l'échelle nationale les engagements pris avec les alliés en y injectant évidemment les exigences françaises. Alors qu'apprend-on lors de ce discours ? Le président de la République a assuré que la période n'est pas au temps calme, mais au gros temps. Et il pointe un saut sans précédent dans l'univers hybride. Je vous propose d'écouter un extrait. Et pour faire face au retour de ce qu'on appelle la haute intensité, comme pour tenir tête aux menaces hybrides. Emmanuel Macron a appelé à réapprendre à mobiliser les forces vives de notre nation en prévision d'une guerre de haute intensité. Problème, le cri d'alarme du général Pierre de Villiers, vous savez, l'ancien chef d'état-major des armées. Eh bien, un cri d'alarme qui doit être entendu. Écoutez-le lui aussi. La question que je me pose, c'est quelle serait la capacité de la France dans un tel engagement ? Capacité militaire, mais aussi capacité de la nation en armes. C'est un savoir-faire que nous avons perdu depuis la chute du mur de Berlin, puisque moi j'ai consacré la première partie de ma carrière au pied du mur de Berlin, et nous avions un système de défense opérationnelle du territoire, et le lien armée-nation existait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec une armée professionnelle qui est orientée vers des interventions plutôt à l'extérieur. Donc ce modèle d'armée actuel me paraît être inadapté à la nouvelle situation d'une éventuelle guerre de haute intensité. Voilà, on comprend d'après ces mots du général Pierre de Villiers, finalement, les armées françaises n'ont pas les moyens d'une guerre de haute intensité. Voilà en substance ce qu'il dit. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui avec notre invité Philippe Chaplot, finalement, l'armée française peut-elle assurer aujourd'hui, dans l'état dans lequel elle est, un conflit armé de haute intensité ? Bonjour Philippe Chaplot. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste au service Monde du quotidien Ouest France, spécialisé dans les questions de défense. Vous tenez d'ailleurs un blog, Ligne de défense, qu'on peut trouver sur lignededéfense.blogwestfrance.fr. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages. Je vais citer le dernier, Enfants soldats, victimes ou criminels de guerre. C'était aux éditions du Rocher. Philippe Chaplot, pour reprendre notre sujet, que pensez-vous aujourd'hui de l'état de l'armée française ? Est-ce qu'elle peut assurer un conflit de haute intensité ? Alors je vous répondrai en me projetant dans les mois qui vont venir. On aura peut-être la réponse au terme du grand exercice Orion qui va se dérouler pendant le premier semestre de l'année 2023, prochaine. Oui. Effectivement, peut-être que ce sera le moment décisif pour savoir si l'armée française est en mesure de faire face à toute une batterie de différentes menaces. Alors je précise que cet exercice, ce seront 20 000 soldats tricolores alliés pour répondre justement, pour se préparer à l'évolution du contexte géostratégique et à la perspective d'un conflit majeur. C'est comme ça que l'a présenté la France, notamment le conflit en Ukraine. Effectivement, il y a eu des objectifs et des ambitions qui étaient encore plus élevés, puisqu'on a parlé à un certain moment de 30 000 hommes. Les objectifs et les ambitions étaient un peu revus à la baisse parce que c'est très lourd. Donc on parle maintenant de deux phases, avec une phase, la deuxième partie d'Orion, qui mettra en œuvre à peu près de 10 à 12 000 combattants des trois armes, avec aussi un appui de nos alliés. Donc c'est certainement beaucoup moins ambitieux que ce qu'on espérait, mais en tout cas, ça permettra de tester un certain nombre de personnel, de matériel et de tactiques, et de voir si on est capable de passer d'une armée de corps expéditionnaires, d'une armée qui est capable de se déployer en Afghanistan, qui est capable de se déployer efficacement en Afrique. Est-ce qu'elle est capable de se déployer aussi efficacement sur des territoires un peu différents, certainement européens, loin de ses bases encore une fois, parce que ce n'est pas le territoire national qui est menacé directement, en tout cas dans un conflit conventionnel. Jean-Louis Tremblay.
Oui, Philippe, comme vous le dites fort justement, et comme l'a dit le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, il y a déjà quelques mois, l'armée française est bâtie sur un format de corps expéditionnaire, de force d'action rapide, capable de mener des opérations extérieures, les fameuses OPEX, type Barkhane. Évidemment, le 24 février 2022, avec le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, la donne a changé. C'est-à-dire qu'on voit le retour d'une guerre conventionnelle, classique, la guerre de papa, sur le continent européen. Et là, quand je dis la guerre de papa, c'est-à-dire une guerre de position avec de l'artillerie lourde et un déluge de feu de part et d'autre. Et là, évidemment, s'est posé la question de savoir si la France pouvait jouer un rôle dans un conflit de ce type, conflit majeur de haute intensité. Il y a eu plusieurs sonnettes d'alarme. Il y a eu un rapport assez connu à l'Assemblée nationale dit Thierriot-Miralles, deux députés qui ont travaillé pour la Commission de défense nationale, qui pointait, je dirais, les carences de l'armée française, et notamment en stock de munitions, puisqu'il était dit que la France pourrait tenir, dans un engagement majeur, 15 jours avec le stock actuel. Depuis, tous les chefs d'état-major des trois armes ont été auditionnés devant les assemblées, Parlement et Sénat, et ils ont émis les mêmes inquiétudes. Je vais donner simplement, pour résumer, un chiffre qui a été donné par l'un de vos confrères, Jean-Dominique Merchet, qui travaille pour l'Opinion, qui est un spécialiste de la défense, et qui, citant les ABAC sont les méthodes de calcul de l'état-major, disait que en cas d'affrontement majeur, d'engagement majeur, l'armée française pourrait tenir un front d'un maximum de 80 km, c'est-à-dire la distance Dunkerque-Lille ou Strasbourg-Mulhouse. Qu'en pensez-vous, Philippe Chapelot ? Effectivement, sur le papier, les 80 km, c'est tout à fait vrai. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est non pas la question de l'espace, mais c'est la question du temps. On ne sera jamais déployés, nous, Français, seuls. C'est-à-dire qu'on s'inscrira sur un front avec des contingents alliés, une division américaine, par exemple, une division britannique, qui tiendront une autre partie du front. En revanche, la question que je me pose, c'est pendant combien de temps on sera en mesure d'assurer un combat de très haute intensité ? Pendant combien de temps est-ce qu'on aura des munitions disponibles ? Et pendant combien de temps est-ce que nos pertes en matériel et en hommes seront soutenables ? Donc, je préfère parler en temps, en jours peut-être, ou en semaines, plutôt qu'en kilomètres. Oui, vous avez tout à fait raison, Philippe Chapelot. C'est effectivement en ces termes qu'il faut poser la question. Répétons-le, l'armée française est une très bonne armée, probablement l'une des meilleures au monde. Et complète, n'est-ce pas ? Et voilà, elle est complète. C'est une armée dite échantillonnaire, c'est-à-dire qu'on a un peu de tout, mais pas en quantité suffisante. C'est pas une armée de masse. Parce que la loi de programmation militaire, les lois de programmation militaire successives depuis 30 ans fixaient un objectif. Cet objectif, c'était la lutte contre le terrorisme. Là, on change de braquet, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir en face un ennemi étatique. Et donc, évidemment, ça change la donne. Alors, simplement quelques chiffres, parce que je pense que les chiffres sont souvent beaucoup plus éloquents que les mots. L'armée française, toujours selon ce même rapport Thierriot-Miralles, de février 2022, juste avant le déclenchement du conflit, je le rappelle, donc l'inquiétude n'est pas récente, disait que nous avons 222 chars de bataille, 254 avions de combat et 19 grands bâtiments de surface pour la marine. Or, je vais vous donner un exemple. Lors du conflit du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan a détruit en 44 jours, soit 6 semaines, 220 avions arméniens. Autrement dit, en 44 jours, l'Azerbaïdjan a détruit l'intégralité de la chasse française, des avions de chasse français. Voilà. Ça, c'est un exemple pour l'aviation, mais je crois savoir également qu'en Ukraine, nous dire si c'est vrai, les Ukrainiens, les agresseurs, ont tiré, à compter d'aujourd'hui, déjà beaucoup plus de roquettes que tout le stock de l'armée française.
Je parle du sol-air, ou sol-sol, et sol-sol. Est-ce que c'est exact ? Effectivement, les chiffres sont exacts. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. La question de l'attrition dans le combat conventionnel, dans le combat de haute intensité, est un facteur qui inquiète depuis déjà quelques années. La guerre en Ukraine a fait ressortir, ou avec plus d'acuité, cette problématique, mais c'est quelque chose que l'état-major français envisage depuis déjà quelques années. Il y a eu par exemple un certain nombre d'exercices en terrain libre et en France, mais aussi à l'étranger, il y a 2 ans, et l'an dernier également, qui ont démontré que les taux d'attrition étaient extrêmement élevés. Lors de l'exercice Spring Storm qui a eu lieu en Estonie en mai-juin 2021, les taux de perte pour l'armée française, enfin pour l'unité française qui était engagée, atteignaient 75%. C'est-à-dire que 75% du potentiel de cette unité avait été mis hors de combat, personnel tué, blessé, capturé, véhicules détruits ou tout simplement véhicules et matériel dans l'incapacité de fonctionner puisque à court de munitions ou à court de carburant. Donc ces taux d'attrition, on les connaît, on les mesure. La simulation permet d'affiner ces taux et on sait qu'ils sont extrêmement inquiétants. Et effectivement, lorsqu'on regarde les 2 colonnes, la colonne des pertes possibles et la colonne de nos capacités, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre flagrant. Alors, justement, Philippe Chapelot, que faudrait-il, puisque là, nous allons aborder des échéances décisives, je pense à la discussion de la future LPM, la loi de programmation militaire, pour 2024-2030. Elle sera discutée et sans doute votée en janvier 2023, donc c'est dans 2 mois, c'est demain. Quelles sont les priorités ? Dans quel secteur faut-il renforcer l'appareil militaire ? Le ministère des Armées a avancé une liste de 10 priorités, mais sans donner cette liste dans le détail. Alors, il y a un certain nombre de priorités qu'on connaît. Comme vous l'avez évoqué, la question des munitions se pose. C'est très clair. Les stocks sont bas et la capacité nationale pour augmenter ces stocks est assez limitée. Donc, il y a un vrai problème. Il va falloir, d'une part, acheter, et puis d'autre part, favoriser, via nos industries de défense, la capacité de produire rapidement des obus, des missiles, etc. Donc, il y a un vrai problème industriel qui se pose et le président de la République et le ministre des Armées en sont bien conscients, d'où un certain nombre d'appels qui ont été lancés aux industriels pour qu'ils relancent certaines lignes de production, pour qu'ils refassent des investissements. Ça coûte cher, mais on ne peut pas passer à côté de tout ça. Oui. Il y a aussi un problème humain. Qui dit engagement dit potentielle perte, personnel tué, blessé, personnel qui ne sont plus en mesure d'agir. Donc il faut de la réserve. Il faut des unités d'actifs qui soient capables d'être engagées. Et puis, il faut aussi des réservistes capables de venir soutenir les troupes d'actifs et les troupes qui sont au combat et qui méritent à un certain moment de pouvoir se reposer. Donc, il y a un facteur humain aussi qu'il va falloir prendre en compte. Le ministère des Armées voudrait idéalement qu'il y ait un réserviste pour deux soldats d'actifs. Donc, en gros, qu'il y ait 100 000 militaires de réserve. C'est un chiffre ambitieux parce qu'actuellement, le nombre de réservistes opérationnels est d'environ 44 000. Si on rajoute les réservistes opérationnels de la gendarmerie et de la police nationale, on a comme objectif 180 000 hommes qui pourraient intervenir sur le territoire national, bien sûr, pour la gendarmerie et la police, et puis potentiellement à l'étranger pour les réservistes. C'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre, mais c'est un facteur qu'on ne peut pas laisser de côté. Donc il y a toutes ces données à prendre en compte et la LPM devra répondre précisément à toutes ces attentes. Attentes en matériel, attentes en personnel. Donc j'ai dit munitions, on peut aussi en citer deux autres domaines prioritaires. Le premier, c'est l'artillerie à longue portée. Et on se rend compte qu'en Ukraine, l'armée ukrainienne qui dispose de HIMARS américains a quand même un avantage
un avantage très net par rapport à l'artillerie russe. Et l'autre aspect, l'autre priorité qui est très nette, c'est l'artillerie sol-air, parce que les forces françaises disposent d'une artillerie solaire très très limitée. Donc il y a une vraie urgence. Si on est engagé dans un conflit classique, conventionnel de haute intensité, il va falloir qu'on compte sur une menace aérienne notable, que ce soit du fait d'hélicoptères ou du fait d'avions de combat. Ce qu'on n'a jamais vu depuis des années, sauf peut-être en Libye, du temps de l'opération Harmattan, où il y avait quand même une menace sol-air qui était notable. Jean-Louis Tremblay, vous étiez justement, vous, en parlant de production industrielle, vous êtes rendu sur ces sites, notamment dans l'usine Nexter. Oui, exactement, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que la superstar du conflit actuel, c'est, en tout cas, vu côté français avec un léger cocorico, mais c'est le fameux canon César, parce que c'est effectivement un canon de 155 mm monté sur un châssis de camion, ce qui fait sa force, puisqu'il est extrêmement mobile. Après avoir tiré ses obus, il se déplace immédiatement pour éviter le tir de contre-batterie. Voilà ce qui fait sa force. Et il est également aérotransportable. Donc, un certain nombre qui a été envoyé en Ukraine. Donc voilà, en plus, on s'est privé de nos propres Justement, l'armée française disposait, avant le conflit, de 76 canons César. Le gouvernement français, lui, a décidé d'en livrer 18 à l'Ukraine, et par conséquent d'amputer ces armées du quart de son parc, il faut le dire. Par ailleurs, pour compenser ces 18 canons livrés, donnés à l'Ukraine, le ministère des Armées a passé une nouvelle commande de 18 canons à l'usine Nexter. Alors, par ailleurs, puisque vous avez parlé du matériel et du personnel... Attendez, pardon, juste une parenthèse, Jean-Louis Tremblay. Mais quand on commande un camion canon de cette envergure, ça prend combien de temps de construction ? Il faut actuellement aux usines Nexter 24 mois. D'accord. Pour livrer l'ensemble, c'est-à-dire canon plus camion. Bon, 24 mois, pourquoi ? Parce que c'est un travail de haute précision, c'est un savoir-faire extrêmement particulier et que jusqu'ici, finalement, les commandes étaient limitées. Donc, mais là, on rejoint le cri d'alerte du général de Villiers qui nous dit que ce n'est pas en 6 mois qu'on réussira à avoir une armée prête pour la haute intensité. Exactement, le savoir-faire existe. Après, si vous voulez, il est très difficile. Là, dans la foulée du discours de Toulon, c'est un discours du président de la République qui demande des efforts, et notamment à l'industrie d'armement, les principaux responsables de cette industrie ont été convoqués au ministère des Armées et on leur a demandé de réduire les délais de fabrication. Je prends l'exemple du canon César, il est actuellement de 24 mois, on a demandé de passer à 12 mois. Oui, mais répondent les fabricants qui connaissent leur métier, le problème c'est que si, on peut toujours le faire, mais ça peut nuire aussi au produit fini, bien sûr, puisque un tube, rien que pour le tube du canon, il faut 9 mois. Donc si on réduit aussi sa performance, probablement. Et après, derrière, il faut que les commandes suivent. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'armée française passe de cette armée dite échantillonnaire à une armée de masse avec des stocks. Ce que disait Philippe Chaplot, des stocks de munitions de tout type. Obus, munitions de petit calibre, et missiles, etc., etc. Donc c'est possible, les industriels peuvent le faire et savent le faire. On a toujours cette question de temps. Disons qu'il manque de visibilité dans l'avenir pour adapter. Parce que je vous rappelle que le président Macron a également parlé d'un passage à l'économie de guerre. Oui, mais l'économie de guerre suppose que, par exemple, dans les usines Nexter, qui travaillent actuellement à 1,8 ou 2,8, des équipes de 1 fois 8 heures ou 2 fois 8 heures, de passer à 3,8. Pour produire 24 heures sur 24. Oui. Bon, mais sommes-nous véritablement lancés dans cette économie de guerre ? Et l'enveloppe budgétaire, c'est aussi une question que je voulais poser à Philippe Chaplot. Voilà, l'enveloppe va-t-elle suivre ? Parce que là, il y a beaucoup d'annonces, mais tout cela a un coût. Philippe Chaplot, est-ce que derrière, Emmanuel Macron a promis, en tout cas, qu'il y aurait un suivi financier ? Ce que tout le monde espère, c'est que la dynamique qui a été lancée au cours de l'actuelle LPM sera toujours là. C'est-à-dire qu'il y aura un effort annuel, une augmentation annuelle du budget des armées. Tout le monde l'espère. Donc, c'est actuellement, je dirais,
la tâche à laquelle se sont attelés les opérationnels, les chefs des armées, les chefs d'état-major, démontrer la pertinence de l'actuel LPM et démontrer que l'obligation, c'est d'arriver à avoir un effort soutenu. Qui dit effort soutenu ne dit pas non plus malheureusement des moyens qui vont être absolument exorbitants. Oui, parce que rappelons, Philippe, il va y avoir Philippe Chaplot, rappelons à quel état nous en étions aujourd'hui dans le budget militaire. Ça représentait quoi aujourd'hui? Un budget qui n'a cessé de diminuer. Non, le budget a augmenté et le budget a heureusement augmenté à un rythme qui était plutôt soutenu avec à peu près une hausse annuelle d'1,7 milliard. Ce qui a quand même permis, par exemple, à l'armée de terre de relancer un certain nombre de productions de blindés dont elle avait bien besoin. Donc, ce que tout le monde espère, c'est que cet effort qui est consenti par la nation se poursuivra. Le problème, c'est que nos capacités, les capacités nationales en matière de finances ne sont pas extensibles. Donc, il va y avoir des ajustements, il va y avoir des négociations, certainement, qui vont obliger peut-être à réviser certaines projections, à décaler certaines commandes. Et donc là, il y a déjà, comment dire, une espèce de concurrence qui se crée entre les différentes armées, puisque est-ce que l'armée de terre réussira à s'en sortir? Est-ce que la marine ne fera pas les frais de justement ce décalage de commandes et de ces rééquilibrages? Donc, il y a des tensions. Il y a des tensions déjà entre politique et militaire, et puis il y a au sein même des armées. On sait qu'il y a un certain nombre de tensions entre les grands commandements pour justement arriver à trouver je dirais la meilleure source de financement. Donc, on n'est pas dans une posture totalement favorable. Elle est bonne, mais elle n'est pas du tout favorable. Oui, je dirais qu'elle est moins pire. Elle est moins pire que ce qu'elle a été. Je pense qu'il faut présenter les choses comme ça, parce qu'effectivement, comme le dit Philippe Chaplot, contrairement aux idées reçues, le budget des armées a régulièrement... Mais depuis quand on a Depuis repris 5 ans environ, c'est ça, Philippe, à peu près. Oui, tout à fait, depuis la LPM. Et l'effort a été soutenu. Alors bien sûr, on peut toujours critiquer certains reports de charges, mais l'effort, il est là, et chaque année, on a vu quand même ce budget des armées augmenter. Et sur le terrain, il y a eu là, une transcription, je dirais, matérielle, palpable de cet effort. Oui. Pour donner un ordre d'idée, le budget des armées en 2023 sera de 43,9 milliards d'euros. C'est le deuxième poste budgétaire du gouvernement. Ah oui, incroyable. Tout de même, oui, après l'enseignement, si je ne m'abuse. Il a augmenté entre 2022 et 2023, il va augmenter de 3 milliards d'euros. Évidemment, ça n'est pas assez, mais l'objectif est de passer... Je crois qu'actuellement, on doit être à 1,85 ou à 1,9% du PIB consacré aux armées, et que l'objectif est de passer à 2% en 2025. C'est ça, je crois. En tout cas, c'est l'objectif qui est fixé par l'OTAN. L'OTAN qui demande à ce que les pays membres consacrent 2% de leur PIB à leur défense. Il y a un certain nombre de pays qui réussissent. La France n'a pas encore réussi, mais effectivement, si le taux d'augmentation est maintenu, on arrivera à dépasser ce 2%. Il ne faut pas non plus, je crois, en faire une fixation. Ce qu'il faut surtout voir, c'est comment gérer au mieux la masse budgétaire qui est attribuée aux armées. Le 2% est peut-être un objectif, mais c'est pas, je dirais, la panacée. La panacée, c'est d'arriver avec une masse financière contrainte à disposer du meilleur armement pour nos soldats, un armement qui soit le plus adapté aux missions qu'on va confier à ces soldats. Ça peut être des missions d'interposition, ça peut être des missions de combat conventionnelles, ça peut être de la lutte anti-guérilla. Ce qui fait quand même, et ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, une des grandes qualités de l'armée française, c'est qu'elle est quand même polyvalente et adaptable. Donc on l'a vu participer à tout un panel de missions avec les moyens dont elle dispose et s'en sortir quand même de façon plus qu'honorable. Alors Philippe Chaplot, vous avez abordé une question que nous allons aborder après le Flash Info. Évidemment, c'est le jeu de l'OTAN et puis quel rôle de la France au sein de l'OTAN. Évidemment, on continue d'en parler, mais il est 9h sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations. Ligne Droite. Vue de haut.
Et nous reprenons cette discussion passionnante sur l'état de l'armée française. L'armée française peut-elle assumer un conflit de haute intensité? C'est la question qui se pose depuis les annonces d'Emmanuel Macron du 9 novembre et les interrogations de général Pierre de Villiers. Pour en parler, nous sommes toujours avec Philippe Chapelot, journaliste au service Monde du quotidien Ouest France, spécialisé dans les questions de défense, auteur du blog Ligne de défense, à retrouver sur le site de Ouest France, et puis auteur notamment de ce livre Enfants, soldats, victimes ou criminels de guerre aux éditions du Rocher. Et puis évidemment, je suis toujours avec Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Jean-Louis, donc on souhaitait revenir sur ces questions d'alliance, parce qu'évidemment, d'ailleurs vous l'aviez dit tout à l'heure, Philippe Chapelot, on n'aborde pas la question de la défense française sans se poser la question de ces jeux d'alliance. Oui, exactement. Il faut pas se leurrer. On ne reviendra pas. L'armée française est incapable de s'engager dans un conflit seul à seul, d'État à État. Elle sera nécessairement incluse dans un système de défense atlantique. D'ailleurs, c'est tout le but des différentes manœuvres qui ont eu lieu et qui auront lieu. C'est de vérifier l'interopérabilité des différentes armées de l'OTAN. Et on voit très bien que l'armée française entend jouer sa partition dans le système otanien, puisqu'elle est nation cadre en Roumanie et qu'elle est présente en Estonie, donc dans tout ce dispositif que la Russie voit comme un encerclement. Et évidemment que l'OTAN interprète différemment. Mais là, on est dans le domaine de la politique. En tout état de cause, quand effectivement des chiffres comme 80 km de ligne de front tenus par l'armée française, certes, mais dans un dispositif beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. Voilà, je crois. Mais il est vrai que l'OTAN fixe aussi des objectifs à ses partenaires. Il y a une forte demande, il y a eu notamment une forte demande pendant les années Trump de Washington pour que les Européens augmentent le pourcentage du PIB consacré à la défense. Donc, alors, ce que disait Philippe Chapelot tout à l'heure. Philippe Chapelot, finalement, comment l'armée française peut jouer sa propre partition, en tout cas la partition qui sert également ses intérêts au sein de l'OTAN? Je ne sais pas si on peut parler de propre partition, parce que le défi finalement, c'est que la France puisse tenir sa place dans le dispositif otanien et que elle ne soit pas, je dirais, à quelconque moment le maillon faible. Non. Donc il faut qu'on soit irréprochable, qu'on soit fort, qu'on soit, comme le disait Jean-Louis, capable de tenir le commandement, d'être la nation cadre, par exemple en Roumanie. De tenir sa place aussi au sein du dispositif multinational en Estonie avec un contingent qui se renforce et puis en cas de guerre de combattre du plus efficacement possible. Oui. Et ça on est capable de le faire. On n'aura pas, je crois, heureusement, à se battre seul le dos au mur. On sera avec nos alliés, on sera capable de les commander, de les épauler, on sera capable de les inspirer aussi, parce que je crois que c'est aussi des capacités et des grandes qualités de l'armée française. Oui, d'ailleurs, dans ce domaine, ça c'est pas nouveau, puisque la mise aux normes NATO, elle est effective depuis déjà une quinzaine d'années. On l'a bien vu en Afghanistan, on l'a vu aussi avec l'opération Chamal en Irak, dans la lutte anti-djihadiste. Donc, même au niveau des calibres et des systèmes d'armes, il y a une sorte d'intégration de l'armée française dans le corps otanien. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur ce qui fait la spécificité quand même de notre pays. C'était d'ailleurs la volonté du général de Gaulle, c'est la dissuasion nucléaire. Puisque actuellement, avec le Brexit, la seule puissance de l'Union européenne qui possède la bombe, c'est la France. Or, là-dessus, ces derniers temps, il me semble que la doctrine a un peu évolué dans la mesure où c'était la dissuasion nucléaire, clairement, c'était pour défendre les intérêts vitaux de la France, puisque ce qui évite toute agression, qui éviterait toute agression, qui est censé éviter toute agression. Or, il me semble avoir perçu un glissement sémantique dans les propos du président de la République lorsqu'il a dit que
finalement, est-ce que la France ne devrait pas étendre la dissuasion nucléaire, donc sa capacité d'intervention nucléaire, à tout le continent européen, qui serait quand même une immense rupture dans la doctrine, n'est-ce pas ? Oui et non, je dirais, parce que le président a quand même bien précisé que nous restons maîtres de notre armement nucléaire et de son utilisation. Donc, nous sommes là avec nos armes et nous assurons avec nos armes, qu'elles soient conventionnelles ou nucléaires, la sécurité de l'Europe. Mais c'est nous qui restons avant tout les maîtres de cette mise en œuvre. Nous ne sommes pas dans le cas de certains de nos alliés qui acceptent une présence d'armement nucléaire sur leur territoire. Je pense aux Belges, je pense aux Allemands, et qui peuvent être mis en œuvre directement sur une intimation, sur un commandement américain. La France a sa propre dissuasion, a ses propres vecteurs nucléaires. On les mettrait, je dirais, non pas à disposition de l'OTAN, mais on mettrait nos capacités, notre poids politique, notre poids nucléaire dans la dissuasion, en avant pour justement mieux présenter, mieux protéger nos alliés. Mais il ne s'agit pas, je crois, d'un changement fondamental dans la posture. Ce que je voulais dire, c'est que vous voyez bien qu'il y a une évolution par rapport à ce que souhaitait le général de Gaulle, mais effectivement, les temps ont changé, nous sommes bien d'accord. Néanmoins, il me semble que mettre la dissuasion nucléaire au service des alliés de l'OTAN, c'est quand même aller très très loin. Parce que à quel moment on va décider Et moi, je voudrais aller plus loin aussi dans ce glissement de la dissuasion c'est un peu inquiétant. Nucléaire, Jean-Louis Tremblay. On peut peut-être que je me trompe, hein, mais on a l'impression aussi qu'avec le conflit sur la scène ukrainienne, finalement que la dissuasion nucléaire de l'armée russe, pour le coup, de la Russie, ne fonctionne pas non plus pleinement. On a l'impression qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire ne fonctionne plus pleinement. On entend quand même Ursula von der Leyen ou d'autres grands représentants de l'Union européenne ou américains annoncer qu'on allait se battre contre la Russie jusqu'au bout. Non, je crois que sur le nucléaire, il y a beaucoup de fantasmes. Il faut distinguer l'arme nucléaire stratégique et l'arme nucléaire tactique. Nous, de toute façon, côté français, il n'y a pas d'arme nucléaire tactique, ce sera l'arme stratégique, c'est-à-dire à grande échelle et de longue portée. Ce que les Russes ont et ont conservé et que nous n'avons pas, c'est effectivement la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire tactique, c'est-à-dire sur le champ de bataille. Alors c'est en théorie, pour l'instant ce n'est pas le cas depuis 6 mois. C'est une théorie, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe Chaplot, mais c'est pas une véritable dissuasion, puisqu'à ce moment-là, l'arme nucléaire serait utilisée comme un armement classique, si j'ose dire. Oui. Philippe Chaplot. Je crois qu'il y a quand même aussi une volonté mondiale, et on le voit de la part des Chinois en particulier, de justement prévenir tout recours ou toute tentation de recours à l'arme nucléaire. Il y a quand même un réalisme qui l'emporte. Personne ne veut voir un autre État recourir à ce type d'armement, qu'il soit tactique ou stratégique. Et ça, c'est quand même un point important. Alors, il y a des rodomontades russes, il y a des menaces. Pourquoi pas ? Peut-être que ça s'inscrit aussi dans le conflit informationnel. Peut-être que ça relève d'une stratégie indirecte. Mais en tout cas, on voit bien que tout le monde, que ce soit à Washington, à Pékin, à Paris, à Londres, tout le monde refuse l'idée même d'une utilisation de l'arme nucléaire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait deux fronts, un front un peu de la communication, la guerre d'information, la guerre de communication, où il peut y avoir des annonces, etc. Et puis le front militaire qui, lui, est bien différent. Et là, on respecte encore cette dissuasion. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, il faut quand même l'avouer, même avec des armes tactiques, c'est quand même du nucléaire, donc ça veut dire de la contamination, ça veut dire des effets secondaires qui seront catastrophiques, aussi bien pour ceux qui auront tiré ces armes que pour ceux qui en auront été victimes directement. Donc il y a quand même ce réalisme, je crois, qui va l'emporter.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Chapelot, merci à vous Jean-Louis Tremblay, journaliste au Figaro Magazine, Philippe Chapelot, journaliste au service Monde du quotidien Ouest France, spécialisé dans les questions de défense. Je rappelle votre blog, Ligne de défense, qu'on peut retrouver sur le site. Vous êtes hébergé par Ouest France. Et puis donc à cette question, l'armée française se prépare-t-elle, est-elle prête finalement à une guerre de haute intensité? Peut-être suivre tout simplement les événements et cet exercice d'ampleur qui va se dérouler le premier semestre 2023. Merci encore à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.